formation est disponible au téléchargement en format PDF sur l'intranet. Avant de commencer, nous allons faire le point sur ce qui nous pousse et nous motive à publier un article. Il y a des enjeux pour les auteurs, mise en valeur du travail de recherche, atouts pour les demandes de financement ou encore reconnaissance universitaire par les citations. La publication permet aussi de garantir une certaine qualité scientifique grâce au processus de révision et surtout permet de rendre publics les résultats de recherche. Lorsqu'on suit le schéma classique de la publication, on va écrire un article que l'on va soumettre à un éditeur dans une revue à souscription ou une revue à abonnement. L'éditeur va lancer le processus de révision par les pairs ou peer review. Une fois que le manuscrit est accepté, il va être mis en page et enfin publié. Cet article sera accessible seulement à ceux qui auront payé un abonnement à la revue ou acheté l'article à la pièce. L'édition classique permet aux éditeurs de faire d'importants bénéfices. Il faut savoir que les hautes écoles et les bailleurs de fonds financent la recherche et la publication des résultats qui en découlent. Les chercheurs soumettent leurs articles aux éditeurs et au passage, perdent leurs droits d'auteur. Les éditeurs, eux, font des bénéfices et augmentent toujours plus leur prix. Au final, les bibliothèques paient des abonnements toujours plus onéreux pour que la communauté scientifique puisse accéder aux articles. Ces mêmes bibliothèques sont financées par les hautes écoles. En fin de compte, la France dépensait entre 150 et 200 millions d'euros en 2019 pour l'accès aux ressources électroniques. La même année, le PFL avait pour 1,41 million de francs de frais d'abonnement. Au début de l'année 2020, le président de Swiss Universities mentionnait dans un article du Temps que la Suisse paie une septantaine de millions de francs pour l'acquisition de l'information scientifique, dont 25 millions à Elsevier, Wiley et Springer. Cette somme augmenterait de 4% par année. Vous comprenez donc que le coût financier est très important. Nous avons rapidement dit que dans l'édition scientifique classique, l'auteur perdait ses droits. Une œuvre, c'est-à-dire une idée exprimée concrètement sous une forme individuelle, est protégée par le droit d'auteur depuis sa création. Les droits moraux octroient à l'auteur le droit d'avoir sa paternité reconnue, le droit de décider de la première publication de l'œuvre et le droit à l'intégrité de l'œuvre, par exemple, le droit de refuser des modifications. Les droits patrimoniaux octroient le droit de décider de la diffusion ou non de l'œuvre. Il inclut le droit de reproduire, de distribuer, d'adapter, de traduire, etc. Dans le cadre de la publication scientifique classique, l'auteur abandonne ses droits d'auteur et les octroie à l'éditeur. Ainsi, l'éditeur détient le droit absolu qui peut être utilisé contre n'importe qui, y compris l'auteur lui-même. Pour pallier à ces inconvénients financiers ou à la perte de droits d'auteur, une autre option est possible, l'open access. En 2002, l'initiative de Budapest en faveur de l'open access voit le jour. C'est une déclaration de principe pour que la littérature scientifique soit accessible librement sur Internet sans restriction autre que celle du droit d'auteur. Il faut retenir 4 principes fondamentaux dans l'open access. L'accessibilité de toute la littérature scientifique sans barrière technique, financière ou légale. En augmentant l'accessibilité, votre travail gagnera en visibilité car il sera plus largement diffusé, et qui dit plus de visibilité dit en général plus de citations. Les chercheurs des pays émergents, et même le grand public, pourront voir votre travail et les professionnels en appliquer les résultats. Ensuite, l'open access va assurer une certaine pérennité puisque cette accessibilité est garantie sur le long terme. L'accès aux publications doit rester gratuit pour les lecteurs et devrait théoriquement entraîner une diminution des coûts pour les institutions. Enfin, l'open access garantit que l'utilisation et la réutilisation des contenus se fera dans le respect du droit d'auteur. Après la déclaration d'intention de 2002, les bailleurs de fonds ont pris des décisions. En l'occurrence, les publications devront être en open access au plus tard en 2024, que ce soit au niveau de la HESSO, du Fonds national suisse ou de Horizon Europe. Il n'y a pour l'instant pas de directive au niveau de la HEIGVD, mais nous sommes tout de même entourés par des incitations. Nous allons maintenant voir comment mettre en œuvre l'open access, grâce à sa première option, à savoir faire du Gold Open Access. Lorsqu'on souhaite publier un article en suivant la voie du Gold Open Access, ou Gold Road, on va écrire un article que l'on va soumettre à un éditeur dans une revue Open Access. L'éditeur va lancer le processus de révision par les pairs, ou peer review. Une fois que le manuscrit est accepté, il va être mis en page. À ce moment, il va falloir en règle générale payer des frais de publication, appelés APC,
pour Article Processing Charges. L'article sera ensuite publié et accessible immédiatement, sans restriction aucune. On parle d'open access immédiat. Si l'on en revient à la question du droit d'auteur, publier en suivant la voie dorée de l'open access va permettre de mieux être protégé. L'auteur ne va pas céder ses droits d'auteur, mais va donner l'autorisation ou licence à l'éditeur d'utiliser l'œuvre, c'est-à-dire de la publier dans une revue. Pour mettre en œuvre ce droit d'auteur, il y a par exemple les licences Creative Commons. Elles sont au nombre de 6 et vous les voyez ici de la plus ouverte à la moins ouverte. 3 sont utilisées traditionnellement dans l'édition. La première est la licence d'attribution ou CC BY. Léonard de Vinci a peint la Joconde. Je peux tout à fait utiliser une reproduction de cette peinture pour la mettre sur un t-shirt et faire parler mon talent créatif en lui ajoutant des décorations. Je peux ensuite vendre cette nouvelle création, à condition de mentionner que Léonard de Vinci est l'auteur de l'œuvre originale. La deuxième est la licence d'attribution sans utilisation commerciale, ou CC BY NC, NC pour Non-Commercial. Je peux à nouveau utiliser une reproduction de cette peinture modifiée à ma sauce pour la mettre sur un t-shirt. Je ne pourrai par contre pas la vendre, et je devrais toujours mentionner que Léonard de Vinci est l'auteur de l'œuvre originale. La troisième est la licence d'attribution sans utilisation commerciale et sans modification, ou CC BY NC ND, ND pour Non-Derivatives. Je peux utiliser la Joconde, mais sans la modifier et sans pouvoir gagner de l'argent. Et je devrais toujours mentionner que Léonard de Vinci est l'auteur de l'œuvre originale et indiquer le type de licence utilisée. Cette dernière option est la plus restrictive et il faut bien faire attention car elle n'autorise par exemple pas les traductions. Ainsi, vous le voyez, le Gold Open Access permet de retrouver et de protéger ses droits. Par contre, les éditeurs ont vite compris comment détourner cela au profit de leurs finances. Si on reprend le schéma traditionnel de la publication, certains éditeurs proposent de payer des APC, ou Article Processing Charges, avant ou après que l'article ait été publié, pour que l'article soit disponible en open access. Mais attention, seul cet article précis sera disponible librement et tout le reste de la revue sera accessible sur abonnement. C'est ce qu'on appelle la voie hybride. Concrètement, publier en hybride va consister à publier dans une revue à souscription, c'est-à-dire une revue pour laquelle il y a un abonnement. Moyennant des APC acquittés par l'institution, on va faire en sorte que son article soit publié en open access, mais pas le reste de la revue. La raison pour laquelle ce type de publication est controversé, c'est qu'il y a un double paiement, ou double dipping. L'institution va payer les APC, mais aussi un abonnement au journal. Et pour finir, l'institution va aussi financer la recherche. Au vu des sommes élevées dont nous parlions auparavant, on comprend aisément que l'enjeu financier est crucial. Nous allons maintenant voir quelques exemples de politiques d'éditeurs. Ici, vous voyez les APC de quelques titres d'Elsevier. Les deux premiers sont des revues hybrides. Les deux seconds sont des revues purement open access. On voit que les frais de publication sont très variables, et pas forcément moins chers dans la publication hybride. Vous voyez maintenant un autre exemple chez un éditeur uniquement open access, Frontiers. Au final, les frais de publication tournent en moyenne autour des 2000 $, mais peuvent varier de manière extrême d'un domaine à l'autre. La revue Nature a par exemple des frais de publication de 9500 € par article. Afin d'exploiter ce modèle auteur-payeur, des journaux et éditeurs dits prédateurs ont vu le jour. Leur but est de gagner de l'argent en faisant par exemple miroiter aux auteurs une publication rapide en gold, mais souvent il n'y a pas de peer review ou de validité scientifique. Les éditeurs procèdent notamment par spam. Ils prennent des listes d'étudiants qui ont déposé un mémoire ou une thèse, mais aussi des chercheurs et les contactent avec une proposition alléchante. Il n'y a aucun tri dans la liste d'auteurs qu'ils contactent. Publier dans ces revues nuit autant à votre réputation qu'à celle de la communauté scientifique, de votre institution, de votre équipe et de vos partenaires co-signataires,
en étant associé au travers de la revue à de fréquentes affaires de mauvaise conduite. On risque de publier un article de mauvaise qualité ou mal vérifié par les pairs. Cela pourrait aussi cacher une mauvaise conduite de recherche, plagiat, fabrication de résultats, etc. Enfin, cela peut laisser croire qu'on cherche à publier le plus d'articles possible, par exemple dans le but d'étoffer un CV. Il y a plusieurs moyens d'identifier de telles revues. Quelques possibilités. Les moyens de communication utilisés. Par exemple, des courriers de type spam, des adresses non professionnelles, beaucoup de fautes, des sites manquant de professionnalisme. Le comité éditorial peut être inexistant ou très petit, ou à l'inverse pléthorique avec des informations de contact manquantes ou insuffisantes. Il pourrait aussi ne pas y avoir d'informations sur le processus éditorial ou sur la manière dont se déroule le peer review. Il n'existe malheureusement pas de liste exhaustive de ces éditeurs prédateurs, méfiance donc. Pour vous aider à les éviter, le guide pratique de la bibliothèque, Évaluer une revue, vous renseigne sur les points d'attention à avoir. Le site Stop Predatory Journals est un projet open source qui recense des revues et éditeurs prédateurs potentiels. Enfin, la bibliothèque de l'Université de Liège a développé un test pour vous aider à poser votre propre diagnostic critérié afin d'évaluer le degré d'authenticité de revues dites en open access. Nous avons vu qu'il faut la plupart du temps payer des frais de publication, ou APC, pour publier en open access. Il faut savoir que le FNS demande une parution directe dans une revue strictement open access, mais contribue aux frais, et cela même après la fin du projet. C'est également le cas pour l'Union européenne et les projets d'Horizon Europe. À la HEIGVD, le centre RA&D peut contribuer aux frais de publication s'ils ne peuvent pas être couverts par les fonds du projet ou par l'Institut. Il n'y a toutefois pas de financement dans le cadre d'un projet FNS ou si la publication se fait dans une revue hybride. Swiss Universities a également conclu divers accords avec des éditeurs. Les frais de publication sont liés aux abonnements des bibliothèques. Les institutions ont des contrats avec les éditeurs et les frais de publication sont en quelque sorte gratuits pour les auteurs. Il faut toutefois faire attention car tous les titres ne sont pas concernés et il y a un quota annuel chez certains éditeurs. La manière dont l'éditeur reconnaît l'affiliation HESSO, le workflow, varie également. N'hésitez pas à contacter la bibliothèque pour avoir plus de renseignements sur l'état actuel des quotas ou pour avoir des renseignements sur la soumission. Nous avons vu la première manière de faire de l'open access avec la voie dorée. La seconde possibilité, c'est la Green Road. Le Green Open Access va consister à publier son article dans une revue accessible sur abonnement, comme vous avez l'habitude de le faire. On va ensuite déposer sa publication dans une archive ouverte institutionnelle ou disciplinaire, par exemple Archive, PubMed Central ou RIPEC. Cette publication pourra être mise en ligne à une date différée. L'éditeur peut en effet exiger une période d'embargo, c'est-à-dire une période pendant laquelle le document n'est pas accessible sur l'archive. On parle ici d'open access différé. À la HEIGVD, nous allons utiliser l'archive institutionnelle AROD. Le document publié sur l'archive doit respecter les conditions de l'éditeur et peut être selon les cas un post-print, c'est-à-dire une version de l'article après qu'il ait été accepté, un pré-print, l'article avant la soumission, et dans certains cas, le PDF publié dans sa version finale. Il est par conséquent vraiment essentiel de garder les différentes versions des articles, et cela même si l'on n'est pas le premier auteur. Vous voyez ici un exemple de post-print et l'article final tel que publié par l'éditeur. Concernant le Green Open Access, le FNS va demander à ce qu'on applique un embargo de 6 mois, tandis que l'Union européenne préconise de limiter l'embargo à 6 mois en sciences techniques et médecine et à 12 mois en sciences humaines et sociales. Comme vous le voyez, les politiques d'éditeurs proposent d'appliquer des embargos aux délais très variables, qui souvent ne respectent pas les demandes des bailleurs de fonds. Il est tout à fait possible de négocier ces embargos. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. Nous avons vu que pour mettre en œuvre l'open access en suivant la Green Road, il était possible d'utiliser AROD. AROD est le serveur institutionnel de la HESSO, principal instrument de la mise en œuvre de l'open access. Il a été lancé en 2015 et il y a plus de 7000 références dessus. C'est une bonne porte d'entrée pour vos publications, car il est notamment indexé sur Google Scholar et moissonné par d'autres interfaces.
Il y a 3 éléments à prendre en compte pour déposer des documents sur Harrod. Le type de document, une affiliation correcte et avoir obtenu l'autorisation de ses co-auteurs et co-autrices. Concrètement, les deux formes d'open access, voie dorée et verte, sont compatibles avec Harrod. On peut y déposer des articles scientifiques et professionnels, des thèses rédigées ou dirigées dans le cadre de la HESSO, des livres et chapitres de livres, ainsi que des documents de conférence. Concernant les documents de conférence, on peut seulement déposer full papers ou short papers, mais pas les posters. Les articles de presse ou les émissions de radio-télévision sont seulement pris en compte pour HEG pour le calcul des indicateurs, s'ils répondent aux critères des délimitations pour les indicateurs déterminés par le comité RAD. Harrod est un outil accessible à tous, où les références sont visibles par tout le monde, mais pas les documents. Les collaboratrices et collaborateurs de la HESSO peuvent accéder via leur login aux publications non diffusées, mais uniquement à des fins de gestion et d'archivage. Ils ne peuvent pas les diffuser. Les publications devront avoir une affiliation correcte, sinon elles ne seront pas acceptées. Vous voyez ici un exemple de ce qu'il convient de faire. Vous pourrez trouver la directive en son entier ainsi qu'un résumé en cliquant sur les 2 images ci-dessous. Les publications sont saisies par des bibliothécaires de la HESSO. Pour cela, vous devez envoyer à votre répondant, Marilyn Gréziac pour le domaine IA et Yannick Arnoux pour le domaine ES, les références de votre publication, l'article au format PDF, idéalement dans sa version post-print, mais au minimum la version publiée, et si vous l'avez, le contrat signé avec l'éditeur. Attention, lorsqu'on parle d'Harrod, les chercheurs ont tendance à penser que c'est inutile puisqu'ils déposent leurs articles sur ResearchGate. Mais Academia ou ResearchGate sont des réseaux sociaux académiques et en général, il n'est pas autorisé d'y déposer ses publications en PDF. Voici quelques liens qui pourront s'avérer utiles. Le premier pointe directement vers l'ensemble des ressources que nous avons créées ou mises à disposition sur notre site web concernant l'open access, Harrod, la gestion des données de recherche, etc. Le deuxième est le site de la HESSO présentant des thématiques similaires. Think, Check, Submit est un site qui aide les chercheurs à identifier les revues adéquates pour publier leur travail en évitant les revues prédatrices. Papago est un outil développé par l'UNIL et l'Université de Fribourg. Selon la revue envisagée pour publier et le bailleur de fonds, il va vous indiquer si vous pouvez suivre la voie Gold Open Access, Green Open Access, voire même aucune. Pour trouver des revues Open Access, 2 sites sont incontournables. DOAJ, le Directory of Open Access Journals, est un répertoire de revues strictement Open Access. On peut faire des recherches par sujet ou par titre. Sherpa Romeo permet de vérifier quels sont les droits de la revue qu'on cible. Tous les types de revues sont présentes dans Sherpa Romeo. Ici, vous voyez l'exemple de European Physical Journal D. On trouve tout d'abord les informations de base, puis est indiquée la politique de l'éditeur pour chaque type de version de votre article. Ici, la version publiée peut être contre paiement de frais de publication, mise en Open Access. Attention, dans ce cas, il s'agit d'Open Access hybride. La version acceptée peut être mise sur un dépôt institutionnel, par exemple Harrod, après un embargo de 12 mois. Il est essentiel de vérifier quels sont vos droits avant de soumettre un article, pour être certain de respecter les exigences de votre bailleur de fonds ou de votre institution. Il n'est pas toujours aisé de trouver son chemin à travers les méandres de la publication. La bibliothèque est donc à votre service pour vous aider à comprendre vos droits en la matière, pour trouver une revue dans laquelle publier, et également pour voir quelles sont vos possibilités de financement. Nous arrivons au terme de cette formation. Voici 5 éléments essentiels à retenir. Avant tout, planifiez. Réfléchissez à la manière dont vous voulez publier avant de soumettre un article, en tenant compte de vos obligations Open Access, mais aussi de celles de vos co-auteurs et co-autrices. Utilisez Harrod pour publier selon la voie verte de l'Open Access. Réfléchissez à la prise en charge des frais de publication, ou APC, pour la soumission en Gold Open Access. Si possible, évitez l'hybride qui est malheureusement un gouffre financier pour nos institutions. Et surtout, n'hésitez pas à nous demander de l'aide si nécessaire. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'un soutien sur un outil ou site web spécifique. Je vous rappelle que cette formation est téléchargeable. Elle est accompagnée d'une courte bibliographie si vous souhaitez approfondir le sujet.